comment vaincre l'hémétophobie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vraiment aborder tous les points les plus importants qui m'ont permis de guérir de l'hémétophobie, en tout cas de vraiment faire en sorte que ce soit plus une phobie qui me pourrit la vie, qui me gâche la vie, et vraiment revivre en fait normalement comme quelqu'un de normal sans que cette phobie vienne me gâcher la vie. Et je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous-même vous êtes hémétophobe, vous êtes un petit peu à bout, vous êtes un petit peu en manque de solutions, et je sais que c'est une phobie dont on parle malheureusement encore très peu. Alors je sais que ça se démocratise un petit peu, mais voilà, je voulais vraiment vous partager tout mes conseils pour vaincre l'hémétophobie. Donc me voilà dans cette petite vidéo YouTube. Si vous venez de TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais sortir énormément de vidéos dans les prochains mois qui vont suivre. Voilà, je me lance clairement sur YouTube. J'ai vraiment envie de faire des vidéos long format, de pouvoir vous aider à travers des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus réfléchies et du coup beaucoup plus intéressantes pour vous. Et voilà, parce que les vidéos de TikTok c'est super, mais par contre j'ai jamais assez de temps pour parler et ça me frustre énormément. Donc YouTube, c'est la meilleure des solutions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et si jamais vous venez comme ça de YouTube, écoutez, bienvenue déjà. Je m'appelle Elise, j'ai 25 ans, j'ai vécu un trouble anxieux qui a failli vraiment me détruire et qui m'a détruit à une période de ma vie. Et j'ai un compte TikTok qui s'appelle Elise Boost sur lequel je partage vraiment toutes mes astuces, tous mes conseils pour se sentir mieux au quotidien, pour se motiver, pour gérer son anxiété et plein d'autres choses. Et sur YouTube, je compte un petit peu faire la même chose, mais version beaucoup plus long format, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus proche de vous au final, parce que c'est YouTube, je trouve que c'est un peu une safe place pour moi. Donc j'ai envie d'en faire partie de cette safe place et de rejoindre ce petit monde. J'ai déjà fait des vidéos, mais voilà, je n'étais jamais vraiment attardée en fait sur ce réseau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir, de quoi vous aimeriez me voir parler, quel sujet vous intéresserait. N'hésitez pas aussi à poser vos questions parce que ce serait justement des sujets très intéressants de vidéos où je pourrais un peu vous répondre, etc. Que ça concerne les relations amoureuses, que ça concerne l'amitié, que ça concerne le développement personnel, l'anxiété, le stress, voilà, tout ce qui tourne autour du bien-être et du être juste bien avec soi en fait, se sentir bien, avoir confiance en soi. Tout ça, c'est vraiment le sujet de ma chaîne YouTube en fait. Dans un premier temps, je voulais juste revenir un petit peu sur mon parcours avec l'hémétophobie. J'ai un parcours qui est assez compliqué et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître en moi parce que les hémétophobes, on a énormément de points communs et je pense que on voit pas assez de vidéos circuler sur cette phobie. Je vois très peu de livres, etc. D'ailleurs, j'aimerais en écrire un sur le sujet parce que j'ai cherché des solutions quand j'étais pas bien. Et j'ai rien trouvé en fait. Je n'ai rien trouvé sur l'hémétophobie. Je suppose que vous êtes dans le même cas que moi. Mais mon parcours a été qu'en fait, je suis tout simplement hémétophobe depuis que je suis petite. C'est-à-dire depuis que j'ai peut-être 4-5 ans. Tout ce que je me souvienne, en fait, j'ai toujours eu cette phobie de vomi. J'ai toujours eu cette phobie de vomir aussi. Donc c'est-à-dire que j'ai la peur du vomi de manière générale, ça me dégoûte, ça me répugne. C'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise. Et en plus de ça, j'ai très peur de moi vomir. Sauf que jusqu'à mes 23-24 ans, tout s'est très bien passé. C'est employer le mot V pour le mot... que j'ai déjà un peu trop prononcé parce que je sais que les hémétophobes ça peut être très dur de l'entendre et je le conçois. Donc voilà, je vais utiliser le mot V. Mais du coup, la dernière fois que j'ai V, c'était... je devais avoir 6-7 ans maximum et depuis ça, en fait, ça ne m'est jamais arrivé. Et j'ai vécu vraiment toute ma vie sans vraiment y penser, en pensant que j'étais un peu imbattable à ce niveau-là, que ça allait jamais m'arriver. Et j'ai très bien vécu avec cette phobie pendant des années et des années, elle était très peu développée. Et c'est là que est le danger, c'est qu'une phobie qui est ici, qui est là, qui est en vous depuis des années, s'il y a un élément déclencheur, s'il y a le moindre petit truc, elle va forcément se déclencher fois 1000 à un moment. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que quand j'ai eu 23 ans, j'ai développé un trouble anxieux généralisé qui a été vraiment tourné sur l'hémétophobie. Ça a été compliqué parce que en 2021, mon trouble anxieux s'est déclaré suite à beaucoup de stress au travail. Et forcément, le premier symptôme qui a déclenché ma première crise d'angoisse, ça a été le fait que j'ai cru que j'allais... C'était la première fois que ça m'arrivait depuis des années et des années. J'avais jamais réellement eu la nausée. Je suis quelqu'un... je suis jamais malade, j'ai jamais de problème. C'est déclenché comme ça et après ce qui s'est passé c'est que progressivement je me suis un peu enfermée dans cette
dans cette phobie. Ma crise d'angoisse m'a tellement traumatisée que j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais angoisser ou faire une crise, j'allais avoir la nausée ou envie de V à chaque fois. Forcément, mon stress se nourrissait, mon stress grandissait, j'ai commencé à développer une phagophobie, une peur en fait d'avaler les aliments, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à avaler des aliments. Ça bloquait. C'est comme si ma fonction de déglutition ne fonctionnait plus. Et ça, je pense que c'est un des grands symptômes des hémétophobes. On est beaucoup d'hémétophobes à avoir cette phobie aussi, parce qu'évidemment l'hémétophobie amène à d'autres phobies. C'est-à-dire phobie sociale, agoraphobie, phagophobie, enfin voilà, c'est vraiment une phobie qui part de ça, mais qui se développe sur tous les aspects de votre vie, et c'est ça qui est énormément problématique avec l'hémétophobie. C'est pour ça que je veux vous aider au maximum, parce que non, on va pas rester hémétophobe toute notre vie, merde quoi. Mais du coup, voilà, ça s'est développé, et au bout d'1 an, j'ai vraiment commencé à faire des crises d'angoisse de plus en plus violentes, avec de plus en plus de symptômes. J'avais toujours l'impression que j'allais que j'allais être malade tout le temps, je pensais qu'à ça. Et le souci, c'est que ça s'est développé sur la nourriture. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir peur de manger. Parce que pour moi, manger voulait dire j'ai quelque chose dans l'estomac. Donc, je peux potentiellement je peux potentiellement être malade. Et je commençais vraiment à psychoter surtout et à aller sur de l'évitement. Ça veut dire que je ne mangeais plus parce que ça m'évitait d'être malade. J'évitais tout en arrêtant de manger. J'évitais l'indigestion, j'évitais les désagréments liés à la digestion. Parce qu'évidemment, j'avais peur d'avoir mal au ventre. Dès que mon ventre gargouillait, j'étais complètement terrifiée, vraiment. Dès que je mangeais, j'avais vraiment l'impression d'avoir l'estomac lourd, de me sentir mal. Vraiment, je stressais tellement que mon corps me provoquait lui-même des pseudo-nausées, qu'on appelle un peu nausées psychologiques, parce que c'est pas des vraies nausées, c'est vraiment des nausées de stress. Et du coup, j'ai commencé à vraiment arrêter de manger, éviter tous les lieux publics, parce que j'avais peur, en fait, d'angoisser et de vover. Dans un lieu public, c'est vraiment devenu un enfer. En fait, je me suis enfermée chez moi avec mon trouble anxieux, avec mes peurs, mes craintes, à perdre au moins, j'ai dû perdre 10 à 15 kilos. Je sais plus exactement parce qu'à un moment, j'ai arrêté de me peser. Je manquais énormément d'appétit, j'avais beaucoup de remontées acides, j'avais énormément de symptômes en plus de mon hémétophobie. L'anxiété généralisée, c'est des symptômes cardiaques, c'est des symptômes ultra effrayants qui sont liés au stress et à l'anxiété. Et on a toujours l'impression en fait d'être malade, on a toujours l'impression qu'on a quelque chose de grave, on a toujours l'impression qu'il va nous arriver quelque chose, et c'était ça en permanence. Donc voilà, l'hémétophobie me bouffait clairement la vie. Dès que j'allais dans un endroit, j'avais vraiment peur, chaque fois de V. Ça veut dire que faire mes courses, je pouvais pas, parce que j'avais trop peur d'arriver dans le magasin et de V à cause du stress, ou parce que, je sais pas, j'avais aucune confiance en mon corps. Prendre des transports en commun, prendre le train, prendre la voiture, etc. C'était une source d'angoisse aussi parce que j'avais peur de V. Aller au restaurant, c'était même pas la peine parce que manger quelque chose de quelqu'un que je ne connais pas possible. Et ensuite, manger avec des gens autour de moi, on sait jamais. Dès que j'allais dans un endroit, il fallait que je repère les toilettes, il fallait que je repère mon endroit d'intimité si jamais j'avais envie de V et que je me sentais pas bien. En fait, c'était devenu une obsession. Et je pense que j'ai même pas besoin de vous l'expliquer parce que vous, en tant qu'hémétophobe, si vous regardez cette vidéo, vous vivez sûrement la même chose que moi, à peut-être des degrés différents, c'est-à-dire supérieurs ou inférieurs à moi. Dans tous les cas, vous vivez un enfer. Je me dois de donner tous les conseils parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'ai repris une alimentation normale. Quand je sors de chez moi, j'y pense plus. Ça peut encore m'arriver d'y penser, évidemment, parce que ça m'a marqué. C'est quelque chose qui m'a traumatisée, c'est quelque chose qui a toujours été ancré en moi, donc forcément, je vais pas oublier ce que j'ai vécu, évidemment. Par contre, je n'y pense plus en permanence. Quand je mange, je pense à manger. Je pense pas à l'après. Je pense pas au fait que potentiellement je pourrais être malade. J'ai commencé à manger des aliments que j'avais complètement enlevés de mon alimentation par peur justement d'être malade. Comment j'ai guéri de cette phobie? Alors dans un premier temps, et ça m'est très personnel, c'est pour ça que je vais aborder ce point parce qu'il est super important, mais d'un autre côté, là je pourrais pas forcément aider, c'est pour ça que je le dis en premier, comme ça après on passe aux conseils concrets. Ce qui m'a énormément aidé, c'est un peu de comprendre la cause. Pourquoi je suis hémétophobe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a beaucoup été de l'introspection, de la réflexion, de la recherche. Mais si je peux vous aiguiller un petit peu, ou vous êtes hémétophobe parce que vous avez vécu une très mauvaise expérience par rapport à ça, que ce soit de voir quelqu'un être très malade ou de vous-même être très malade et que ça vous a en fait traumatisé dans le passé, ça peut être la cause de votre hémétophobie. Et si vous n'avez aucune idée, aucune expérience mauvaise avec ça et que vraiment vous comprenez pas vraiment pourquoi vous êtes hémétophobe, sachez que si ça peut vous donner une piste, parfois, et dans la majorité des cas, selon certaines études, j'essaierai de mettre un petit peu les sites internet si j'arrive à les retrouver de là où j'ai trouvé les informations pour que vous puissiez avoir accès aux articles parce qu'ils sont super intéressants. Mais ça peut souvent être lié à une angoisse de séparation. On parle un peu en psychologie du fait que le fait de V, c'est de rejeter ou de se séparer de quelque chose. Voilà. Alors c'est
peut-être un peu perché pour certains, mais personnellement ça m'a beaucoup aidé à comprendre la cause de mon hémétophobie et pourquoi ça s'était autant développé, parce que justement ma phobie a augmenté fois 10 000 le jour où j'ai ressenti un énorme rejet dans ma vie et où je me suis sentie énormément rejetée et incomprise. Donc, je vous pose ça là, et il est fort probable donc que vous ayez peut-être vécu une forte séparation, ou que vous soyez senti rejeté quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, ou récemment, ce qui a déclenché votre hémétophobie de manière beaucoup plus forte qu'avant, par exemple. Voilà, je vous poserai l'article dans la barre d'infos, comme ça vous serez, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, je vous laisserai vraiment toutes mes sources d'infos pour vous aider au maximum. Là, on va vraiment passer à la partie de comment j'ai réussi à guérir. Il faut savoir que j'ai commencé mon parcours de guérison fin décembre 2022, début 2023. J'ai commencé vraiment à me concentrer à 200% sur ma guérison de l'hémétophobie et à me dire un jour, je n'y penserai plus. Un jour, j'irai mieux. Bon, c'est vrai que ça m'arrive encore de faire des petites crises d'angoisse liées à l'hémétophobie, mais maintenant, je sais les gérer. Et on va partir sur ce point, parce que pour moi, c'est le plus important. La gestion des crises d'angoisse. Évidemment, si vous êtes hémétophobe, comme moi, cette hémétophobie vous déclenche énormément de crises d'angoisse. Et énormément de crises d'angoisse où vous avez l'impression que vous allez lever, où vous avez la nausée, où vous êtes persuadé que voilà, il va vous arriver quelque chose, que ça va vous arriver, et du coup ça vous empêche de sortir, de vivre normalement, de manger normalement et de faire tout ce qui est normal dans la vie, parce que cette phobie, comme je vous ai dit, englobe tellement d'aspects que c'est une horreur en fait. Comment j'ai géré mes crises d'angoisse dans un premier temps ? En fait, c'est assez simple et en même temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Je me suis dit un truc, je me suis dit que quand j'avais une crise d'angoisse, il fallait que j'apprenne à la gérer dans un premier temps. Parce que si j'apprenais à gérer mes crises d'angoisse liées à l'hémétophobie, forcément, j'allais réussir à reprendre une vie à peu près normale parce que je saurais que je peux gérer mes crises si jamais ça arrive. Et pour moi, ça a été vraiment super important et ça a été le premier point que j'ai abordé un peu et que j'ai travaillé pour régler cette hémétophobie. J'ai commencé à apprendre à gérer mes crises d'angoisse, tout simplement. Comment ? Alors là, il y a plein de solutions pour apprendre à gérer les crises d'angoisse, mais celle qui a le mieux marché sur moi et que je vous conseille si vous êtes hémétophobe, c'est de vous acheter de l'huile essentielle de menthe poivrée. Parce que c'est vraiment le petit produit miracle qui m'a aidé à gérer la majorité de mes crises d'angoisse liées à l'hémétophobie depuis le tout début, donc je le conseille en premier. C'est une huile essentielle qui est spécialement conçue, qui a des vertus extrêmes contre les nausées, contre les V, contre tout ce qui est en rapport avec le EE. On va dire que c'était un peu mon objet fétiche, mon objet sécurité. Ça veut dire que j'avais toujours cette huile essentielle sur moi parce que je sais que si jamais ça va pas, c'est prouvé que le fait d'en prendre, le fait de juste inhaler, de juste sentir l'odeur de la menthe poivrée va faire que ça peut pas faire passer vos nausées, que ça peut stopper les vomissements. Et c'est vraiment pour moi le remède ultime contre tous les problèmes de nausées, etc. Donc il me fallait cette chose. Je vous conseille de prendre l'huile essentielle de chez Pure Essentiel parce que j'ai testé les autres et par expérience c'est celle qui est le plus efficace sur moi et qui a la meilleure odeur et surtout l'odeur la plus forte, donc celle qui va avoir beaucoup plus d'effet sur vous de manière générale. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé, et ça vaut pour toutes les crises d'angoisse, peu importe la raison, c'est d'accepter mes crises d'angoisse. C'est-à-dire quand mes crises d'angoisse arrivaient et que j'avais vraiment l'impression que j'allais être malade, que j'avais vraiment l'impression que voilà, il allait m'arriver quelque chose et que je commençais à angoisser, à me sentir trop mal et tout, ce que je faisais, c'est que je me posais et je me répétais non-stop dans ma tête que tout allait bien se passer, que je n'allais pas être malade, qu'il n'y avait aucune raison que ça m'arrive parce que je fais super attention, et ça c'est un fait. Je fais attention à ce que je mange, je sais très bien ce que je mange, et il n'y a aucune raison que mon corps décide là de me faire V. Maintenant. Pourquoi ? Je me posais et je me disais, ok, je décide maintenant d'accepter la crise d'angoisse. Je décide de l'accepter. Parce que au plus je lutte contre mes crises, au plus mes symptômes sont intenses, au plus j'ai la nausée, au plus j'ai peur de V, et au pire c'est en fait. Donc je me suis dit, et je m'étais pas mal renseignée, il faut que je me pose et il faut que j'apprenne à laisser monter la crise et à accepter ces crises d'angoisse. Pour que mon cerveau comprenne que quand j'arrête de lutter, il se passe rien, tout va bien. Et au final, ma crise finit toujours par passer
et je me sens bien en fait, et il se passe rien. Et pour vous rassurer, parce que je pense que ça m'aurait rassuré d'entendre ça quand j'étais dans ma période extrême d'émétophobie, quand j'étais pas bien, j'aurais aimé entendre « tout va aller, tu vas pas être malade, tu vas paver ». Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'hémétophobes, le cerveau est très puissant. Et même si on a cette peur, même si on a l'impression que ça va tout le temps nous arriver, il faut savoir que de toutes les crises d'angoisse que j'ai faites, de tous les moments où j'étais persuadée à 200% que ça allait m'arriver tellement je me sentais mal, ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que ça peut rassurer beaucoup, nombreux d'entre vous, d'entendre que ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que quand je fais des crises d'angoisse, à aucun moment ça va en arriver là. À aucun moment une crise d'angoisse va me provoquer des vomissements en fait. Parce que je suis hémétophobe déjà. Et quand on a une phobie, en général, voilà. Et si vous avez entendu que certaines personnes vomissent ou sont malades quand elles font des crises d'angoisse, sachez qu'on est tous différents. Et c'est pas parce que ces personnes ont ce genre de symptômes que vous allez les avoir. Et vous êtes hémétophobe. Et les hémétophobes, vu qu'on se bloque énormément psychologiquement par rapport à ça, notre corps, notre cerveau se bloque aussi. Le cerveau est puissant. Ce qui fait que nous, en tant qu'hémétophobes, on aura les nausées, on aura les symptômes parce qu'on se focalise dessus. Mais à aucun moment, ça ne provoquera des vomissements chez vous. Et ça, je voulais vraiment vous le préciser parce que je pense que ça peut énormément vous rassurer. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre à ce moment-là, donc voilà. Mais vraiment, acceptez vos crises d'angoisse. Laissez monter, détendez-vous, écoutez des vidéos de relaxation. Apprenez à gérer vos crises. Ça, c'est vraiment un truc qui a tout changé. Donc, la menthe poivrée, ultra importante pour moi. Ensuite, laissez monter, accepter les crises, apprendre à les gérer dans des situations qui sont pas trop compliquées, quand vous êtes chez vous, etc. Et puis progressivement, apprenez à gérer vos crises dans les lieux extérieurs. Donc vraiment, pour gérer mes crises d'angoisse, je me suis tuée vraiment pendant des mois à trouver des solutions. Vraiment, je cherchais partout toutes les solutions qui existaient, mais la seule solution qui fonctionnait, c'était quand je me posais, que je prenais l'air au pire, que je laissais ma crise se faire en acceptant totalement l'anxiété, l'angoisse et le ressenti. Je prenais du recul vraiment avec mes pensées, c'est-à-dire mes pensées ne sont pas la réalité. Vos pensées ne sont pas la réalité. Ça veut dire que si vous vous imaginez que vous allez être malade et que vous vous persuadez que ça va arriver, prenez du recul avec ça et dites-vous, mais attends, c'est qu'une pensée. À aucun moment cette pensée n'est la réalité, c'est juste une pensée. Et cette pensée induit des émotions. Et les émotions induisent des ressentis physiques. Ce qui vous provoque ces sensations de nausée, ces sensations de lourdeur, ces sensations que ça va vous arriver, ces sensations de peur. Prenez vraiment du recul avec vos pensées. Dites-vous que vos pensées ne sont pas la réalité. C'est pas parce que vous pensez que vous allez vivre que ça va arriver. C'est votre imagination. Et répétez-vous bien que votre imagination n'est pas la réalité. Que vous devez accepter cette anxiété qui monte et que au mieux vous allez la laisser monter et accepter et ne pas lutter, au plus vite vos symptômes vont partir et au mieux vous allez gérer votre crise d'angoisse. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir parce que c'est tellement complexe que je pourrais faire une vidéo entière sur cette gestion des crises, mais ça prendrait des plombes et je peux pas tout faire en même temps. Et ensuite, concentrez-vous quand vous êtes dans une crise d'angoisse sur le moment présent, c'est-à-dire quand on est dans une crise d'angoisse, on a tendance à penser au futur, à avoir peur du futur. Tu as peur dans le futur d'être malade. Tu te dis, si dans 5 minutes, si dans 1 heure, si cette nuit, je suis malade, comment je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es toujours dans l'anticipation, tout le temps en train d'anticiper et d'avoir peur en fait de la suite. Il faut que tu apprennes, il faut apprendre à être dans le moment présent. C'est-à-dire, le moment présent, c'est quoi ? C'est être présent là, maintenant, tout de suite. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, il y a un souci ? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu es en train de vivre ? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, il y a un problème ? Non. Tu es en sécurité. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Là, pour l'instant, si tu restes dans l'instant présent, tu es là, dans ton canapé, en train de faire une crise d'angoisse, mais extérieurement parlant, tout va bien. Tout va pour le mieux. C'est juste, en fait, ton imagination. C'est juste tes pensées. Tes pensées qui t'emprisonnent et qui te font croire, en fait, que c'est dangereux de vivre. Que si tu veux, ça va être horrible. Que ça te dégoûte. Ce sont des pensées, d'accord ? Si progressivement tu arrives à changer ces pensées-là, et je vais en parler juste après, à les modifier, à changer un peu ton système de pensée vis-à-vis de cette phobie,
et à changer aussi ta perception de cette peur et de cette phobie, t'arriveras vraiment à passer au-dessus. Voilà. Après, si vous voulez des vidéos précises sur comment être dans l'instant présent, comment se détacher un petit peu de ses pensées, je ferai une vidéo avec grand plaisir. Comment accepter ces crises d'angoisse pour vraiment pouvoir rentrer dans les détails. Trouvez que l'explication est un peu courte, n'hésitez pas à me dire, j'en ferai plein. Et je me pencherai beaucoup plus sur ce genre de sujet. Maintenant, par rapport à la gestion des pensées, il faut savoir que votre cerveau a une neuroplasticité. Ça veut dire que j'ai analysé un petit peu mes crises d'angoisse et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à chaque fois que je faisais une crise d'angoisse, juste avant, j'avais commencé à me dire « Ok, là j'ai mangé, je vais peut-être être malade. Ok, là je me sens pas très bien ou j'ai un peu mal au ventre, donc ça veut dire que je vais potentiellement être malade. Je vais potentiellement V. » Chaque crise d'angoisse venait toujours d'une pensée que j'avais eue juste avant. Il existe la neuroplasticité du cerveau. Et en fait, ça veut dire qu'au plus vous allez avoir une certaine pensée, au plus ce sera la voie facile à prendre pour votre cerveau. Ça veut dire que si tous les matins, vous décidez de penser à ça, que vous avez commencé à vous habituer à tous les matins vous réveiller en disant « Est-ce qu'aujourd'hui je vais être malade ? Est-ce qu'aujourd'hui quand je vais sortir il va m'arriver ça ?» Là je parle vraiment d'émétophobie assez sévère, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que au plus vous vous habituez après avoir mangé ou le matin au réveil à penser à votre phobie, à penser au négatif, à penser à vos peurs, à vous nourrir un peu vos peurs, au plus ce sera la voie facile pour votre cerveau et au plus automatiquement vous allez avoir ces pensées à n'importe quel moment de la journée. Elles vont devenir automatiques. Tous les matins vous allez vous réveiller avec ces pensées. Tous les jours après avoir mangé vous allez faire une crise d'angoisse parce que vous allez vous dire mais si jamais je digère pas, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait vous avez habitué votre cerveau à avoir toujours ces pensées-là. Et vous avez nourri. En fait, au plus vous nourrissez une pensée, au plus elle sera présente, au plus elle prendra de la place, au plus elle grossira. Au plus vous allez la nourrir, au plus elle grossira cette pensée, au plus elle prendra de place dans votre cerveau. Vous pouvez pas supprimer vos pensées. Donc, c'est compliqué. Vous pouvez pas supprimer vos pensées, mais vous pouvez changer. Ça veut dire que si vous arrêtez de nourrir ces pensées, ok ? Ces pensées-là, elles vont réduire, parce que vous arrêtez de les nourrir, réduire. Et du coup, votre cerveau va remplacer vos mécanismes de pensée, ce sera plus le principal, ce sera plus le prioritaire parce que vous les nourrirez plus. Donc elles viendront de moins en moins souvent. Elles auront moins la force de venir, elles auront moins cette ténacité parce que vous allez moins les nourrir. Donc forcément, elles vont peu à peu se loger de plus en plus loin et avoir de moins en moins d'importance pour vous. Comment faire ça ? Tout simplement en remplaçant vos pensées. Et là, je parle de pensées un peu positives et tout. Au début, j'y croyais pas, mais c'est réel. C'est réel, les pensées positives, les affirmations. Et là, je vous parle pas de manifestation, je vous parle pas de penser la vie de vos rêves, je vous parle juste de pensées positives au niveau de cette phobie. C'est-à-dire, habituer votre cerveau à avoir des pensées qui vont à l'encontre de votre phobie. C'est-à-dire, pendant des mois, tous les jours, je me répétais que V, en fait, ça sauve la vie. Parce que si on n'avait pas ce mécanisme, les amis, si on n'avait pas ce mécanisme, on mourrait. Ça nous sauve la vie. Si ça nous arrive, c'est parce que notre corps nous défend. C'est un moyen de protection de notre corps. Voilà, il faut qu'il rejette quelque chose qui est très mauvais en vous. Et si ça ne vous arrive pas, même si c'est un moment qui est certes inconfortable, vous risquez en fait d'empirer la chose. Et ça risque d'être compliqué. Et au début, je vous promets, je me répétais cette phrase et je n'y croyais absolument pas. Je préférais mourir que V. C'était horrible. Mais je me forçais quand même à me répéter que ça allait me sauver la vie, que c'était un moyen de protection du cerveau, que c'était génial en fait que le corps ait cette possibilité en fait d'évacuer si jamais on avale ou on ingère quelque chose de mauvais, un poison. Imaginez vous avalez de la javel. Si votre corps ne l'expulse pas, vous mourrez, c'est terminé. Et j'arrêtais pas de me répéter ces phrases-là. En outre, quand je finissais de manger, par exemple, ou quand je me levais le matin, au lieu de m'enfoncer dans mes pensées, de ne prendre aucun recul par rapport à ces pensées qui me pourrissaient la vie, je prenais du recul et je me disais « Non, Elise, aujourd'hui, tu te laisses pas faire. » Et je me forçais tous les matins à me dire « Je vais passer une super journée. Je vais me sentir super bien. » Et je me forçais. Et parfois, je parlais tout haut et j'ouvrais ma fenêtre et je disais « Aujourd'hui, ça va être une super journée. Je vais me sentir super bien. Je vais bien manger. Je vais kiffer ma vie. Je vais bien digérer. Je vais me sentir légère. » Que des phrases positives qui se tournent vers le positif. Ok ? Pareil, après manger, je mangeais. Et au lieu de « Oh, comment je me sens ? Est-ce que je digère bien ? Oh là là, j'ai l'impression d'avoir trop mangé. Oh, je commence à me sentir pas bien. Oh, je vais faire une crise d'angoisse. Ah !» Et je panique. Non. Après manger, je me disais « Élise, tout va bien. Tout ce que tu as mangé était des bonnes choses. Tu as mangé correctement. Tu as nourri ton corps et c'est très bien. Ton estomac est totalement capable de digérer. Ton estomac est fait pour ça. Il est fait pour recevoir de la nourriture, la digérer et basta. Il n'est pas fait, ton estomac,
pour te rendre malade. Il est fait pour te faire digérer dans un premier temps. Mais en aucun cas, c'est normal d'être malade tous les jours. C'est quelque chose qui est extrêmement rare. Est-ce que tu as envie de te pourrir la vie avec une phobie et de tous les jours te lever en attendant un danger, c'est-à-dire le fait d'être malade et de te réveiller tous les matins en te disant « Putain, j'espère qu'aujourd'hui je vais pas vomir, j'espère qu'aujourd'hui je vais pas me sentir mal, j'espère qu'aujourd'hui ça va pas m'arriver, j'ai trop peur, j'ai tellement peur de ça. » Et tu sais au fond de toi qu'il y a 99% de chances que ça n'arrive pas. Et ça veut dire que toute ta vie, tu vas te prendre la tête pour quelque chose qui va probablement jamais arriver, ou qui arrivera peut-être une fois dans toute ta vie, ou 2 fois, parce qu'il y a des personnes, vous savez, qui ne sont jamais malades. Il y a des personnes qui ne sont pas fragiles, et vous n'êtes peut-être pas dans ce cas. Donc dites-vous que voilà, est-ce que vous avez envie de vous prendre la tête pour quelque chose qui finalement va probablement jamais arriver, ou a très peu de chances d'arriver, donc vous vous gâchez toute votre vie, votre quotidien, pour quelque chose qui, au final, n'arrivera peut-être pas. Voilà, c'est des petites phrases que je place comme ça, qui moi m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup fait du bien, et j'étais contente, je suis désolée pour le soleil, attendez. Et j'ai été contente d'entendre ces phrases. J'ai été vraiment contente en fait d'entendre ces phrases. Ces phrases m'ont réellement fait du bien. Ces phrases m'ont réellement aidé à avancer et je vous les place là. Peut-être que vous, elles vous aideront pas, mais moi ça a été des phrases qui m'ont changé la vie, sincèrement. Donc je vous les donne, je vous les file comme ça par hasard dans la vidéo, en espérant qu'elles vous tiltent un peu et qu'elles vous fassent du bien. Et que si besoin, vous pouvez écrire cette phrase, vous pouvez revenir sur la vidéo, écouter ces petites phrases quand vous êtes en crise d'angoisse et quand vous êtes pas bien. Et j'espère que ça vous soulagera et que ça vous fera du bien. Donc voilà, c'est comme ça que progressivement, tous les jours, dès que je mangeais, je me répétais des affirmations positives en rapport avec ça pour contrer mes pensées négatives. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, et j'ai vraiment vu les résultats sur des semaines, c'est pas des mois, c'est pas des années, ok ? En 2-3 semaines, je sentais déjà que ça allait mieux. En 2-3 semaines, je sentais que je faisais moins de crises d'angoisse. En 2-3 semaines, je reprenais de plus en plus une alimentation normale, juste en utilisant la neuroplasticité de mon cerveau et en changeant un peu mon système de pensée pour ne plus mettre la peur au premier rang, mais la mettre de plus en plus derrière. Et ensuite, évidemment, la dernière étape, on va dire, qui m'a permis de recommencer à sortir, recommencer à manger normalement, recommencer à tout faire normalement, ça a été la confrontation. Et ça a été la phase la plus compliquée et la phase la plus longue. C'est-à-dire que j'avais repris un quotidien à peu près normal. J'arrivais à manger normalement. J'avais toujours des petites peurs après le repas, etc. Mais ça ne m'empêchait plus de manger normalement. Mais c'était encore compliqué. Par contre, j'avais vraiment du mal à sortir. J'avais vraiment du mal à prendre ma voiture. J'avais vraiment du mal à aller dans des lieux publics, des lieux où il y a du monde. J'avais peur de manger en extérieur. Et la chose qui m'a le plus aidée, c'est que je me suis dit, ok, progressivement, il va falloir se confronter à l'inconfort et recommencer à manger des aliments que tu mangeais plus. Donc j'ai recommencé à manger en plus grosse quantité, tout doucement. Au début, ça me stressait un petit peu, mais vu que je savais gérer mes crises et que j'avais ces petites techniques de pensée positive, j'arrivais beaucoup plus à gérer et du coup, j'arrivais progressivement à avoir en fait l'envie qui est plus forte que la peur. C'est-à-dire que mon envie de manger et de me faire plaisir et de manger tel aliment était plus forte que la peur parce que je commençais un peu à me détacher de tout ça. Et c'était pas facile. Je devais vraiment me forcer à remanger des frites parce que c'est vraiment un truc que j'avais supprimé de mon alimentation parce que c'était lourd, j'avais l'impression que j'allais être malade si je mangeais trop, à remanger des plus grosses quantités. Mais en fait, mon estomac a totalement kiffé ça parce que je me nourrissais enfin. Et en fait, je me rendais compte que le fait de manger un bon repas me faisait me sentir 1000 fois mieux après que ne pas manger. Parce que quand je mangeais pas, en fait, j'étais pas bien, j'étais en hypoglycémie et ça me mettait des nausées parce que quand tu manges pas pendant des heures, forcément, tu vas avoir un peu ce côté nauséeux, cette hypo qui va te mettre pas bien, que quand tu manges, tu te sens super bien en fait. Parce que ton corps est capable de digérer et il n'y a aucune raison que tu te sentes mal après avoir mangé. J'ai commencé à ressortir progressivement, à tout refaire progressivement. Et j'avais toujours ma petite huile essentielle de menthe poivrée sur moi. J'avais toujours mes petits exercices de respiration en tête comme la cohérence cardiaque, la respiration carrée, plein de petits exercices comme ça qui me permettaient de gérer mes crises. Mais surtout, j'avais appris à accepter de sentir l'angoisse monter. J'avais appris à être dans le moment présent et à du coup me détacher de toutes mes pensées. Et à partir du moment où vous vous détachez de toutes vos pensées, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur et d'angoisse qui disparaissent. Vraiment.
Et tout doucement, j'ai prouvé à mon cerveau qu'il n'y avait aucun danger à manger tel aliment. J'ai prouvé à mon cerveau qu'il n'y avait aucun danger à aller dehors et que même si j'étais un peu angoissée, à aucun moment j'allais être malade. Parce qu'au plus tu prouves au cerveau et tu te confrontes à tes peurs, tout doucement évidemment, au plus tu te confrontes à tes peurs progressivement, au plus ton cerveau, tu lui prouves, t'es pas dans l'évitement. Parce que c'est le pire d'être dans l'évitement, parce que tu confirmes à ton cerveau qu'il y a un danger à manger, qu'il y a un danger à sortir, qu'il y a un danger à prendre des transports en commun. Au plus tu vas progressivement te forcer un petit peu à aller vers ces situations qui te font peur, et tu vas te confronter à tes peurs, au plus ton cerveau, au début, va être flippé. Au début, tu vas être angoissé, tu vas un peu flipper, mais tu auras tes petits outils. Tes petits trucs qui font que tu sais gérer tes crises d'angoisse. Tu iras beaucoup plus facilement dans ces situations, tu sais que tu sauras gérer. Et au fur et à mesure que tu te confronteras aux situations, tu te rendras compte que ton cerveau, il a compris. Il a compris que ça s'était bien passé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'il n'y a pas de danger. Donc il arrêtera d'être en hypervigilance et de t'envoyer des signaux de stress, d'angoisse, d'anxiété à chaque fois que tu fais certaines activités. Ça dépend de toi, de tes peurs, c'est à toi d'adapter un petit peu en fonction. Et surtout, ce qui est super important, c'est qu'il faut savoir que si tu souffres d'hémétophobie, tu peux être suivi par un psychologue, faire une thérapie cognitive et comportementale. C'est une thérapie qui va viser un peu justement à t'aider, à te confronter, à changer ta perception de la phobie, à te confronter à tes peurs pour que justement ton cerveau ne soit plus en hypervigilance parce que tu te confrontes à ces peurs-là. D'accord ? Donc ça peut être super intéressant et je pense que c'est vraiment indispensable et j'y ai été suivie. J'ai fait une thérapie suivie par un professionnel, par un psychologue, par un psychiatre pour gérer ça. Et ce que je peux conseiller, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Évidemment, tu peux aussi essayer l'hypnose. J'ai essayé l'hypnose et c'est quelque chose qui m'a aussi un petit peu aidé à passer outre mes peurs. Voilà, il existe énormément de choses pour se sortir de l'hémétophobie. Le plus important, c'est de ne pas être seul face à ça, d'être suivi par des professionnels, de ne pas rester seul dans cette peur parce que si vous commencez à perdre du poids, à vous sentir mal, à vous enfoncer dans la phobie, ça peut être quand même assez grave, assez dangereux. C'est pour ça que je précise qu'il faut vraiment voir des médecins. Il faut pas rester seul et n'en parler à personne. Je pense que je ferai peut-être une partie 2 sur l'hémétophobie parce que j'ai essayé de donner le max d'informations et c'est déjà une vidéo qui est assez longue, je trouve. Donc peut-être que je ferai une partie 2 parce que j'ai l'impression de ne pas avoir su tout dire sur cette phobie. J'ai fait tellement de choses qui m'ont permis d'aller mieux. Il y a tellement de petites choses par-ci par-là qui m'ont permis de guérir que je ne saurais pas toutes les citer en si peu de temps. Mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une partie 2, si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a remonté le moral et fait du bien et qu'elle vous a aidé. Ça me ferait vraiment plaisir du fond du cœur de savoir qu'elle n'a pas servi à rien et qu'elle vous a remonté un peu le moral et que vous sentez que vous avez maintenant des petites clés pour aller mieux. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on s'en sort. On s'en sort. Vous allez réussir à vous sortir de cette hémétophobie, vous êtes des bâtons, vous êtes plus fort que tout ça, votre corps est fort, vous pouvez faire confiance en votre corps, c'est une dinguerie comme le corps humain est bien fait, n'ayez pas peur de tout ça, ayez confiance en vous et tout ira bien, mais vous êtes des warriors et vraiment croyez en vous et ne vous dites jamais que vous n'allez pas y arriver parce que moi je sais que c'est faux. C'est long de guérir de l'hémétophobie, c'est un parcours qui est long, il faut de la patience, il y a aussi des rechutes qui peuvent arriver et ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez surtout pas si vous avez des rechutes. Il faut être très patient, c'est un travail qui est très long, comme je dis, changer sa perception, changer ses pensées, apprendre à gérer ses crises d'angoisse, ça ne se fait pas en 3 jours. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et même, la place des commentaires, c'est un endroit de bienveillance, vous pouvez un peu tous vous entraider, discuter entre hémétophobes, donc n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne, ce qui vous intéresserait. Moi, je suis là aussi pour vous aider, pour que vous preniez du plaisir, donc c'est important pour moi de le savoir. Et surtout, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour me soutenir, c'est un travail qui prend du temps et ça me passionne énormément. Je vous dis à très vite. Bisous!